Bonjour et bienvenue pour une autre émission de la série 50 ans et après. Je me présente, je suis Hélène Langis, directrice générale à la FADOC de Nicolet. Je voudrais remercier le Musée des cultures du monde de Nicolet de nous recevoir aujourd'hui. C'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Francis Pelletier, auteur, conférencier et photographe. Allô Francis? Bonjour Hélène. Ça va bien? Super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Francis. C'est un immense privilège qu'on a de te recevoir. J'aimerais ça qu'on débute par toi, tu es né à Matane. Fait que as-tu le goût de nous parler de ça? Tu as passé ton enfance à Matane? Non, j'étais à Matane, en fait, jusqu'en troisième année. Oui. Ça a été une époque assez marquante parce que pendant les 3 premières années de ma scolarité, j'ai eu le même professeur. Les 3 premières années? Les 3 premières années, oui. J'étais comme dans une classe expérimentale. Ah oui? Puis j'étais le plus petit de la classe, puis j'étais le plus amoureux de la classe. Donc, mon professeur était comme en amour avec moi et vice-versa. J'avais dit d'ailleurs que je le marierais, ce que j'ai jamais fait finalement. Mais non, ça a été particulier. Jusqu'en troisième année, puis après ça, on est déménagé dans la vallée de la Matapédia. OK. Fait que vous étiez combien d'enfants? On est 3 enfants. 3 enfants. Moi, je suis l'aîné. Tu es l'aîné? Oui. OK. Oui. Donc, j'ai une sœur oui. Qui a 4 ans de moins que moi. Oui. Puis un frère un peu plus jeune. OK. Tes parents faisaient... Mes parents étaient dans l'enseignement. Les Mon deux. père a d'abord été professeur, Oui. puis ensuite il a été directeur. Et c'est pour ça qu'on est parti à Causa-Piscale dans la vallée de la Matapédia. C'est lui qui a ouvert la polyvalente, la deuxième polyvalente ici au Québec. OK. Puis ma mère était professeure. OK. Donc elle a été professeure au primaire, après ça elle a été professeure au secondaire, puis elle enseignait. À un moment donné, elle s'est spécialisée dans le... Moi, je l'ai eu comme professeur en 7e année. Ta mère? Oui, oui. Ben en voyons 7e donc. année. Puis en 7e année, à ce moment-là, ben, ça existait. Maintenant, ça n'existe plus, Oui. les 7e année. Donc, je l'avais comme professeur. Ouais, ça donc, devait elle être spécial. enseignait un peu toutes les matières et tout ça. Un excellent professeur. Puis ensuite, elle s'est comme spécialisée dans l'expression corporelle et la danse. OK, fait qu'il y avait de l'artiste déjà, dans Oui, la... bien, du côté de ma mère, c'est tous des artistes. OK. C'est tous des musiciens. La sœur de ma mère dirigeait des thèses de doctorat à l'Université de Montréal. Elle a remporté le prix de la meilleure pièce de musique électroacoustique au monde. Ben voyons donc. Donc, et tous mes oncles, mes tantes du côté de ma mère, c'est tous des musiciens. Fait que toi, tu as grandi là-dedans. Oui, j'ai grandi à travers ça. Alors que du côté de mon père, c'était plus des commerçants. Entrepreneur. Entrepreneur, oui, exactement. OK. Alors, c'est ma grand-mère. Mon grand-père était illettré. Mon grand-père, il ne savait pas lire ni écrire. C'était ma grand-mère qui dirigeait le magasin. Il y avait comme un magasin, une espèce de petit magasin général. Puis mon grand-père, lui, il travaillait comme bûcheron, comme, tu sais, des jobs très manuels et tout ça. OK. Fait que là, tu as passé ta jeunesse dans la vallée de la Matapédia. Oui, absolument. Ben, à partir de la 4e année. OK. Fait que tu fais ton secondaire là aussi. Oui. OK. Puis Secondaire là, là, secondaire 4 à Causa-Piscale. Puis il n'y avait pas de secondaire 5, il fallait aller à Amkoui. Donc, j'ai fait Amkoui, mon secondaire 5. à Amkoui. Après OK. ça, je suis parti au cégep à Matane. Je suis retourné, T'es retourné à Matane, OK. oui, pour faire mes études en sciences de la santé, pour aller me diriger vers la médecine. En fait, un accident de parcours. OK. J'allais pas du tout là. T'allais pas là? OK. Mais pourquoi tu dis accident de parcours? Ben, c'est un accident de parcours parce que quand j'ai terminé mon cégep, j'ai dit, moi, je m'en allais en activité physique. Je m'en allais en sciences de l'activité physique. Oui. Donc, ma première demande à l'Université Laval était en sciences de l'activité physique. Puis, pour rigoler, j'avais mis médecine en deuxième choix, ce que personne ne fait, là. Tout le monde met médecine en premier choix, ben puis oui. activité physique en deuxième choix. Donc, moi, c'était juste pour rire. Fait que j'ai mis médecine, puis finalement, on m'a fait venir en entrevue. Puis j'ai fait l'entrevue. Puis là, on m'a dit, écoutez, vous êtes accepté en médecine. J'ai dit, j'ai combien de temps pour vous répondre? Parce que moi, je m'en allais en activité physique. Oui, c'est ça. Fait que finalement, je suis reparti. Puis là, j'ai dit, ça, c'est peut-être un signe du ciel. Fait que là, j'ai dit, si jamais l'activité physique ne me convient pas, puis je veux revenir à la médecine, j'aurais peut-être pas l'occasion de le faire.
sais, dans un an. Effectivement. Fait que là, j'ai dit, je devrais aller en médecine, puis si jamais ça ne me convient pas, je retournerai en sciences d'activité physique. Puis OK. finalement, ben, la vie a fait que... Mais tu sais, à ce moment-là, quand tu dis cégep, tout ça, ton goût des arts, ton goût de la musique, ton goût d'entrepreneur, commençais-tu à... Ça, c'est intrinsèque. OK. Tu sais, moi, je dis souvent, les gens me demandent quand est-ce que tu as commencé à écrire. J'ai commencé à écrire quand j'ai su écrire. Parce que, tu sais, tantôt, ça m'a frappé. Tu m'as dit, j'étais amoureuse du professeur. Le professeur. Fait que, tu sais, déjà, il y avait. Oui, Tu sais, absolument. tu sais, il y avait quelque chose, là. Absolument. Puis moi, de jouer avec les mots. Oui. Puis à l'époque, dans cette méthode-là, je me souviens plus du nom de la méthode, comment ça s'appelait, mais en tout cas, peu importe. C'était le sujet, le verbe, Puis le complément. Marie joue avec son ballon, puis on inversait avec son ballon, Marie joue, puis on jouait comme ça. Donc, probablement que c'est là que j'ai commencé un petit peu à jouer avec les mots. Oui. C'est assez fascinant parce que ma mère a conservé des textes que j'écrivais là, en quatrième, cinquième, sixième année et tout ça. Puis on reconnaît déjà l'esprit dans lequel je travaille encore aujourd'hui. Hey, c'est fascinant. Ouais. C'est fascinant. C'est fascinant. Cet amour des mots, c'est de jouer avec les mots, les tournures et tout ça. Donc, j'ai toujours écrit. Puis on peut-tu dire que, tu sais, ça, les mots, ça t'a aidé au niveau émotionnel tout le long de ta vie, tu sais? Définitivement, non. De passer, sûr, bon, à travers sûr. plein de choses qu'on passe dans la vie, mais tu sais... Les mots, là, c'est un confident extraordinaire parce que c'est un confident qui ne te trahira jamais. Jamais. Sauf si tu décides de les partager ou que quelqu'un te vole Oui. ton journal et Oui. décide de le diffuser. Mais quand tu t'exprimes avec les mots ou tu t'exprimes sur un papier, c'est un confident extraordinaire. Oui. Donc, pour moi, c'est un confident encore plus facile que celui de l'expression. En tout cas, ça l'a été longtemps. Maintenant, c'est un peu moins vrai parce que j'ai appris quand même à l'exprimer autrement que par les mots. Mais j'ai jamais perdu cette passion de l'exprimer par les mots. Et si à un moment donné, un événement ou quelque chose me touche en particulier, mon premier réflexe, ça va être de l'utiliser avec les mots. Mais on l'a vu, les gens qui me suivent sur Facebook, puis un petit peu partout, là, voient que ce soit la guerre, que ce soit les manifestations, que ce soit n'importe quoi, ça va toujours passer par les mots. C'est souvent assez percutant. C'est court, mais c'est assez percutant. Ça, c'est une des caractéristiques de mon travail. En une phrase, d'exprimer des choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et de permettre aussi il y a beaucoup d'espace entre mes mots qui permettent à chacun des lecteurs de pouvoir y mettre son propre vécu. Donc, faire sa propre interprétation des mots. Et je n'impose pas une vision. J'ouvre sur une réflexion. Qui permet à la personne de se situer par rapport à ce qu'elle est. OK. Fait que là, tu fais ton baccalauréat en médecine à l'Université Laval, j'imagine? Oui, à Québec. Absolument. OK. Puis comment tu trouves ça? Difficile. Difficile parce que moi, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais étudié. Tu n'as jamais étudié? Non. Parce que tu avais une facilité pour... Mais tu sais, quand j'étais au cégep, là, je dirigeais... j'écrivais une chronique littéraire dans le journal. Je dirigeais un club d'échecs. Je jouais au badminton pour l'équipe du cégep. Puis les fins de semaine, je dirigeais une école de ski. OK. Fait que l'étude... Fait que les études, je ne sais pas trop quand est-ce que j'avais le temps d'étudier à travers ça. Donc, et ça a été un handicap. Parce que quand je suis arrivé en médecine, pas du tout préparé à ce que j'allais faire parce que j'allais pas là. Tu n'allais pas là du tout, c'est ça. Et là, je me suis retrouvé avec une classe de gens qui avaient au moins autant de talent que moi, mais qui souvent avaient l'avantage de savoir travailler parce qu'il y en a beaucoup qui avaient travaillé fort pour arriver là. J'ai trouvé ça horrible. Au début, là, d'ailleurs, j'ai coulé le premier examen parce que moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, je vais faire comme au cégep. Fait que j'ai fondé un club de science-fiction à l'université pour la ville. J'ai joué avec le Rouge et Or au badminton. Puis là, je menais la vie que je menais au cégep. Jusqu'à temps que je coule le premier examen, ce qui n'était jamais arrivé de ma vie. Là, tu dis, oh. Et là, je me rends compte que j'ai à peu près
2 mois de retard sur tout le monde. Et là, je me suis dit, je survivrai jamais Jamais. à ça. Ça a été une période extrêmement difficile. Là, il a fallu vraiment que je me concentre, OK. Mais tu as persévéré. que Puis... j'apprenne à travailler. Oui, OK. Mais qu'est-ce que tu as aimé de la médecine? Qu'est-ce qui a fait que tu as resté là-dedans? Là? Tu sais, parce que tu dis, je m'en allais pas là-dedans. Oui, en fait, ce qui a fait que j'ai aimé ce que j'ai toujours aimé de la médecine, c'est le contact humain. OK. Donc, les 3 premières années, ça a été pénible parce que c'était des La années théorie. d'apprentissage, de théorie et tout ça. Puis d'ailleurs, au bout de 3 ans et demi, là, c'était un peu comme l'enfer. Les parents se séparaient, tout était épouvantable. Et là, j'ai pris une année sabbatique. Après 3 ans et demi, j'ai arrêté pendant 1 an. Je suis allé faire des cours en activité physique. OK. Puis là, j'ai dessiné, j'ai fait de la course. Tu sais, Tu avais besoin de te reconnecter, oui, j'avais probablement. besoin de me reconnecter, OK. effectivement. Et je savais qu'après, à mon retour de Oui. cette année-là, on entrait dans les stages. Et là, je me suis dit, OK, là, on va entrer dans la partie qui risque d'être beaucoup plus intéressante et plus Oui. facile pour moi. Puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, le contact humain, ça, c'est ce qui m'a toujours intéressé le plus au niveau de la médecine. OK. Le contact. Il faut penser que le médecin, les gens vont lui confier souvent des choses que même leurs conjoints avec Ne lesquels confie ils pas. vivent depuis 25, Savent 30 pas. ans ne savent pas. Donc, il y a ce contact très, très privilégié qui a imprégné tout mon art. Tu sais, je dis souvent, Ah, c'est beau, ça, ce que tu dis, là. je suis transparent devant mon œuvre. Les gens ne me connaissent pas. Les gens connaissent mon travail, mais les gens ne me connaissent pas parce que c'est toujours mes mots qui sont en premier Oui. plan. Oui. Et pourquoi les gens ne me connaissent pas? Parce que mon travail est un miroir. Hey, c'est fascinant. Alors, ce que tu regardes quand tu regardes mon travail, c'est toi. C'est moi. Ouais. Fait que donc, moi, je ne suis que l'outil, celui qui tient le miroir devant la personne. Et c'est ça mon travail au niveau. Quand on parlait tout à l'heure de l'interprétation, Oui. de la possibilité d'interpréter Oui. les mots et tout ça, Oui. on les interprète par rapport à ce qu'on est. Oui, effectivement. Fait Effectivement. que ça, c'est assez C'est fascinant. fascinant, là, ça, oui. mais, Oui. Fait que là, tu finis ton baccalauréat, tu es médecin. Tu t'en vas travailler où, là, toi, à ce moment-là? Là, à ce moment-là, quand je termine mes études à Québec, là, je m'en vais à. Mon projet, c'est de me retourner à Matane. Ah, je savais pas. Oui, mon projet, c'est de retourner à Matane. D'ailleurs, j'avais accepté à un moment donné, on nous donnait une bourse d'éloignement. D'éloignement, oui. En disant, OK, à la fin, vous devrez rembourser en allant pratiquer un En an, région 2 plus ans, éloignée. dépendant Moi, j'avais 1 an de cette bourse-là. Je me suis dit, Pas de problème. Matane. On va me donner la bourse. Puis je Matane est toujours sur les Oui. listes. Je vais me retrouver à Matane. Oui. C'est la seule année où Matane n'a pas été sur les listes quand j'ai terminé. Ben voyons donc. Ouais. Fait que là, j'ai dit, OK. Puis là, j'ai essayé de les convaincre, le gouvernement, de dire, ben, écoutez, l'année prochaine, Matane va être encore sur la liste. Puis là, vous avez quelqu'un qui vient de là-bas, qui a envie de retourner là-bas et qui risque de rester là-bas. Mais il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ça fait que. Puis j'avais un ami, Jean Lemoine, puis qui lui avait terminé 1 an avant moi parce que ayant pris ta mon année sabbatique. donc lui est parti à Chibougamau. Puis là, il m'a dit, ben viens me rejoindre à Chibougamau. Fait que je suis parti à Chibougamau, qui était sur la bourse d'éloignement. Donc je devais faire 1 an à Chibougamau. Finalement, j'ai fait 3 ans et demi. T'as-tu une conjointe à ce moment-là? Oui. Je suis avec Sonia. OK. Je suis avec Sonia depuis 43, 44 ans. OK. Donc, on s'est connus pendant mon année sabbatique. Les gens disent comment vous vous êtes rencontrés. Je dis, on s'est rencontrés à l'hôpital psychiatrique. Je dis, hey, lequel des deux était hospitalisé? Finalement, ni l'un ni l'autre. On était tous les deux employés par l'hôpital. Moi, à cause de mon année sabbatique, donc j'avais un petit travail comme animateur et tout ça, puis elle comme préposée. OK, fait que là, vous vous êtes connus là. OK, je savais pas. Je savais pas. Puis 5 jours après, on habite ensemble, donc et ça fait 44 ans de ça. Si c'est beau, si c'est beau. Puis ensuite, c'est quand j'ai terminé mes études à Québec en médecine,
j'ai décidé d'ouvrir une galerie d'art. Alors, j'ai signé le bail du local de la galerie le soir où je faisais mes examens de médecine. Tu sais, on avait 4 jours d'examen. Puis le soir, je signais un bail pour ouvrir une galerie d'art à Québec. Parce que là, j'étais tombé en amour. Déjà dans... Ben oui, j'étais allé... C'était viscéral, ça, là. Oui, oui. Mais quand j'ai fondé le club de science-fiction à l'université, Québec, il y a des illustrateurs et des artistes qui se sont joints à notre groupe. Puis ça m'a ouvert à toute une dimension là, au niveau de l'image et tout ça. Puis à un moment donné, je suis allé dans une exposition à Québec. Puis je suis tombé en amour avec les œuvres d'un artiste. Puis là, je me suis mis à acheter presque tout son travail. Donc, je me servais de ma bourse pour acheter les œuvres d'art et tout ça. Puis là, mes amis venaient chez moi. Puis là, j'avais plusieurs de mes amis qui tripaient sur le travail de cet artiste-là. Alors là, j'ai dit à l'artiste, qui était un très mauvais marchand, j'ai dit, moi, je vais devenir ton agent. Alors, je suis devenu agent de cet artiste-là. J'achetais la moitié de son travail, puis je revendais l'autre moitié pour payer la moitié que j'achetais. Okay. Fait que, tu avais déjà ça en toi, là, parce que c'est... En tout cas, je l'ai développé, là. Ça a été comme... Oui. Et là, je me suis mis à m'intéresser beaucoup aux arts visuels. Alors, je me suis promené dans les galeries à New York, à Montréal, un peu partout et tout ça. Puis là, j'ai découvert beaucoup d'artistes qui me plaisaient, qui n'étaient ni dans l'art traditionnel, ni dans l'art moderne ou actuel. Donc, il y avait comme une espèce de volet entre les deux, là, que moi j'ai appelé une fenêtre ouverte sur des paysages intérieurs. C'était ça le slogan de la galerie que j'ai partie. Okay. La galerie s'appelait L'Étrange, la galerie d'art L'Étrange, une fenêtre ouverte sur des paysages intérieurs. Bon. Fait qu'on a ouvert ça à Québec, à travers mes études de médecine que je terminais. Et puis après ça, tu t'en vas à Chibougamau, mais oui, mais là, c'est ma conjointe qui reste à Québec pour s'occuper de la galerie la première année. Oui, OK. Fait que moi, je pars à Chibougamau tout seul. Fait que, mais je reviens à toutes les 3 semaines, passer une semaine à Québec et tout ça. Mais au bout d'un an, là, je commençais à trouver ça un peu difficile. Oui. Fait que là, on a engagé un employé à Québec, puis Sonia est venue me rejoindre à Chibougamau. OK. Puis à ton retour de Chibougamau, tu t'installes-tu dans la région ici ou tu restes à Chibougamau, on fait l'obstétrique avec Jean Lemoine. On travaille ensemble, tous les deux, en duo. Donc, on fait une semaine, une semaine. Une semaine, on suit les patientes, on fait les accouchements. Pendant ce temps-là, l'autre est libre. Fait qu'on aime cette formule-là parce qu'au lieu d'être 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ben on est 24 heures sur 24, 7 jours puis 7 sur 14. Oui, OK. Alors, on aime cette formule-là. Puis, j'accouche mon premier fils à Chibougamau, David. C'est moi qui ai fait l'accouchement, qui a accouché mes 2 fils. C'est toi qui as accouché? Hey, c'est drôle, Francis, parce que ça fait longtemps que je te connais. J'ai eu la chance de travailler avec toi, puis là, j'apprends plein de choses. C'est fascinant. OK, fait que je savais pas que tu avais accouché. OK. J'accouche mon premier fils dans la chambre des naissances à Chibougamau. À Chibougamau? Avec Sonia, qui est extraordinaire, comme toujours. Oui. Alors, puis après ça, avec Jean Lemoine, on se dit, bien, OK, on ne passera pas notre vie à Chibougamau. Non. Moi, j'ai envie de revenir. La culture là-bas, c'est moi qui la crée. Oui. Tu sais, j'organise une exposition à Chibougamau. Oui. J'ai 1000 personnes qui assistent à l'exposition. Ça bloque les rues à Chibougamau. Je fais venir une vingtaine d'artistes. Puis on fait un événement qui a été le plus gros événement artistique à Chibougamau. Mais mon but, c'est de revenir en ville, de me rapprocher de la culture. Et avec Jean, on dit, OK, on devrait repartir ensemble et réinstaller la même formule qu'on a là-bas. OK. On dit, où est-ce qu'on va? Fait que là, on regarde un peu dans où est-ce qu'ils recherchent des médecins. Nicolas est sur la liste. Oui! Oui. Fait que là, Jean, qui a des roulottes et tout ça, installe sa roulotte au camping du champignon vivant, au port. Oui, et là, on remonte. OK. Il installe sa roulotte là, et là, on vient faire des essais à l'urgence. À Nicolette. Oui. OK. Alors, pendant notre semaine de congé,
On vient à Nicolet, puis Oui. là, on voit si on aime ça, puis l'intégration. Puis finalement, on décide de s'aménager ici. OK. Fait que là, est-ce que vous pratiquez à la clinique de... Parce que dans ce temps-là, il y avait une clinique à Nicolette Oui, sur mais la on rue était sur... Monseigneur-Courchaine. Exactement. OK. On était là à ce moment-là. OK. Fait que là, vos bureaux sont là. Oui, oui. OK. Jusqu'à temps qu'on décide de partir à Baie-du-Fèvre. Bien, c'est ça. Là. Pourquoi partir puis aller à Baie-du-Fèvre? Parce que là, à Baie-du-Fèvre, il y a toi, il y a Jean Lemoine, il y a... C'était il y en a deux autres. répondre à un besoin. Puis OK. on avait le goût d'être... On était une jeune génération de médecins. Oui, effectivement. Tu sais, avec Dr Gauthier, Dr Gamelin. Oui. Jean Lemoine et tout ça. Puis on Oui. s'entendait super bien. OK. Fait qu'on a décidé là, de gérer notre propre OK. affaire. Mais là, faites-vous encore des accouchements puis tout ça ou... Là-bas? Ouais. Oui, bien sûr. OK. Bien sûr, parce qu'avec Jean, moi, j'ai fait des accouchements jusqu'à ce que j'accouche mon deuxième fils. OK. Puis après l'accouchement de mon deuxième fils, ça devenait difficile. Oui. Les accouchements, L'urgence, le bureau. Gérer tout ça. Oui. Là, ça n'avait pas de bon sens. Tu ne peux pas faire de l'urgence puis de l'obstétrique en même temps. Non. Puis même le bureau. Oui. Partir du bureau. Pas aller faire l'accouchement, non. Aller faire l'accouchement, ça n'avait plus de bon sens. OK. Donc là, finalement, on a cessé, puis ça a été plus. OK. J'ai continué à faire de l'urgence longtemps. Longtemps, oui. Mais là, tu sais, dans tout ça, as-tu encore ta galerie à Québec? Non. La galerie à Québec, elle est fermée quand on est revenu ici à Nicolet. OK. On a fermé. Et là, on est plus dans l'organisation d'événements ponctuels. On organise des événements. Par exemple, on fait un événement au 40e étage du Mille de la Gauchetière à Montréal. On organise une exposition avec un des artistes, avec Alain Cardinal. Le 40e étage est sur le béton avec les fils qui pendent et tout ça. On convainc les gens, les propriétaires, d'organiser un événement qu'on appelle Vertige. Donc, lui, c'est des grands tableaux avec des édifices un peu tordus et tout ça. On installe ça sur tout le 40e avec les vues sur la ville et tout ça. On fait une exposition au musée Juste pour rire à Montréal. On organise comme ça des événements ponctuels. OK. Mais tu travailles beaucoup parce que, tu sais, tantôt, tu disais l'urgence, tu en as fait longtemps. Tu faisais du bureau, puis tu faisais ça aussi. Oui. Puis à travers ça... Les deux enfants. Oui, puis à travers ça, il y avait mon travail comme artiste. Oui? Oui, parce que là, à Québec, quand on avait les galeries à Québec, à un moment donné, j'ai décidé de faire une exposition où j'ai présenté 25 photographies accompagnées de textes. L'exposition s'appelait « L'espace d'un instant ». OK. Puis, finalement, devant le succès de l'exposition, l'année suivante, j'ai récidivé avec une exposition où j'ai présenté une quarantaine d'œuvres avec les textes. Et l'exposition s'appelait « La douce réalité d'un pelleteur de nuages ». OK. Et là, les amis m'ont dit, mais écoute, on devrait fonder une compagnie pour rendre l'art accessible. C'était beaucoup dans la mission, ça, de la galerie. De la galerie. Rendre l'art accessible. Je travaillais, j'avais un artiste avec lequel on travaillait qui avait passé 2000 heures sur une œuvre. On parle de 2 ans, là. Ouais. 2 ans de travail à temps plein sur une seule œuvre. Donc, tu dis, OK, ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas mettre un prix là-dessus. Mais la façon de faire, c'était de faire des produits dérivés, de faire des affiches, de faire des cartes, des choses. Et ça a amené la maison d'édition. OK, la naissance vient de là. La naissance vient de là. OK. Puis là, mes amis ont dit, on était 4 actionnaires dans ça. Puis mes amis ont dit, comment on appelle la maison d'édition? Puis moi, j'ai proposé d'appeler les pelleteurs de nuages. Ça vient de là. Oui. OK. Fait que là, avec les pelleteurs de nuages, on s'est mis à faire de l'édition. On a fermé la galerie d'art, mais la maison d'édition, elle a continué. OK. Puis parce que, tu sais, tantôt, quand je t'ai présenté, j'ai dit auteur, conférencier, photographe, tu faisais de la photo, là, à ce moment-là. Absolument. La photographie, ça a commencé, ça, c'est une histoire, ça a commencé vers l'âge de 12 ans environ. Pas il y a 12 ans, mais quand j'avais 12 ans. Ça a commencé avec un petit Instamatique. Ces petits appareils photographiques là, sur des... Puis j'avais le petit Instamatique de mes parents que j'utilisais avec un cube sur le dessus, un flash cube, avec puis les diapos, mettais le film à l'intérieur et tout ça. Puis là, je faisais des photos avec mon Instamatique.
Puis quand j'avais la galerie, bien, j'avais des amis qui étaient photographes, qui étaient artistes. La majorité de mes amis, c'était des C'est artistes. des artistes, c'est sûr. Puis dans mes amis, il y avait un photographe qui, lui, avait peut-être 5-6 appareils photographiques et tout ça. Puis à un moment donné, on se faisait des petites séances de projection, on se montrait nos images et tout ça. Puis lui, il m'a dit, tu sais, Francis, quand je vois tes photographies, ça me donne envie de tirer mes appareils au bout de mes bras. Ça fait que là, il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta façon de voir les choses, dans ton regard et tout ça, mais fais-moi plaisir, laisse-moi te prêter un de mes appareils 35 mm plus perfectionné. Puis tout ça, puis ça a été un grand coup de cœur. Puis à ce moment-là, j'ai vendu mon auto pour acheter un appareil photographique puis une toile. OK. Ah, fait que ça fait longtemps, ça, On parle à peu près des années 1980. Je m'en vais dans une exposition à Montréal, je tombe en amour avec un tableau. Le tableau vaut 3 500 $ à l'époque. Imagine, oui. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, la seule grosse valeur que j'avais, c'était ma voiture. Ça fait que j'ai vendu mon auto, j'ai acheté le tableau, puis il me restait 2-3 000 $. Fait que j'ai acheté un appareil photographique 35 mm, puis là, ça a été OK, ça a été le lancement. Franchement, ça n'a jamais arrêté. Non, ça n'a jamais arrêté. Non, effectivement. Non, non seulement ça n'a jamais arrêté, mais un peu comme l'écriture, la photographie, l'écriture pour moi, à toutes les fois que je prends, j'allais dire que je prends une plume, on prend moins de plumes, on prend plus des claviers maintenant, ou que je sors mon appareil photographique, c'est comme si c'était la première fois. Et ça, je bénis c'est comme le si ciel. c'était la première fois. Oui. Je me suis jamais tanné. Tu sais, tu te dis à un moment donné, OK, là, je suis en panne d'inspiration. Tu as toujours la même intensité. Toujours la même intensité, oui. J'ai photographié des fleurs pendant 50 ans. Oui. Ça doit faire 50, à peu près 50 ans que je photographie les fleurs, mais à toutes les fois, c'est comme la première fois. Mais c'est différent aussi. C'est différent. Le regard, j'imagine. Oui, mais ça, c'est particulier parce que comment on fait pour évaluer l'évolution au niveau du regard? Puis j'ai trouvé un truc pour ça. J'allais à Saint-Fabien-sur-Mer. Je ne sais pas si c'est un coin que tu connais. Oui. Dans le parc du Bic. Oui. À Saint-Fabien, il y a une espèce de presqu'île où les roches sont très, très particulières. Et au moins tous les 2 ans, je retourne encore au même endroit, refotographier le même paysage, les mêmes roches, parce que c'est la chose la plus immuable que j'ai trouvée, pour essayer de voir l'évolution dans mon regard, dans ma façon d'aborder. Ah, c'est intéressant ce que tu mentionnes là. Puis l'autre chose qui est fascinante, c'est que quand je pars avec un appareil photographique, j'ai une vague idée de ce que je vais faire, mais je ne veux jamais savoir exactement ce que je vais faire. Botanique de Montréal pour photographier des fleurs, mais photographier un mariage chinois qui a lieu en même temps sur le terrain, ou je ne sais pas où ça va me conduire. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. Parce que, tu sais, il y a une ouverture. Dans l'improvisation, dans l'ouverture. Dans l'ouverture. Tu sais, c'est ce que je comprends. Il y a une ouverture qui est toujours là. Oui, puis cette ouverture-là, ça, c'est intéressant. Parce que l'ouverture, elle est dans l'art, mais elle est dans le contact humain aussi. Oui. Tu sais, puis cette ouverture à l'autre. Oui. Tu sais, puis je pense que ça va te rejoindre beaucoup parce que je sens beaucoup chez toi cette ouverture à l'autre. Oui. Il n'y a pas de gens inintéressants. Pas du tout. Et il n'y a que des gens qui ne s'intéressent pas. Exactement. Oui. J'ai le goût de t'inviter pour une autre émission prochainement. Ça te tenterait-tu? Certainement. Alors, un énorme merci à tous les auditeurs. À la prochaine.